Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui se joignent à nous pour ce club de lecture de l'École branchée. Donc, le club de lecture d'aujourd'hui qui porte sur notre numéro de l'hiver 2023-2024, qui a pour thématique Jouer pour apprendre les secrets de la ludicisation. Donc, merci à ceux qui sont venus en apprendre plus sur les secrets de comment on intègre le jeu en éducation. J'essaie de changer de slide. OK, c'est bon, on va l'avoir. C'est le début de l'année, on se remet dans le bain. L'École branchée, le magazine, juste pour un petit mot là, pour vous rappeler, publié 3 fois par année en français et en anglais. En anglais depuis, on commence notre 3e année en anglais, donc certaines personnes ne savent pas encore qu'on a l'édition en anglais. Et aussi, pour ceux qui sont bilingues, n'hésitez pas à feuilleter ou consulter en ligne les deux éditions dans les différentes langues, puisqu'il y a des articles qui sont différents d'un numéro à l'autre, en français et en anglais. Donc, on essaie là, vraiment d'avoir une diversité de sujets. Puis, quand vous avez lu le magazine, vous pouvez aussi réclamer un badge de lecture professionnelle avec notre partenaire Cadre 21. Donc, ça peut être un bel ajout à votre développement professionnel également. Donc, l'École branchée, c'est aussi le fil de nouvelles qui est presque quotidien et gratuit sur le site écolebranchée.com ou sur les différents médias sociaux. On a aussi des formations à l'ère du numérique, soit des formations découvertes ou sur mesure, dépendamment de vos besoins. On peut en faire aussi sur mesure. Et finalement, on a les guides pédagogiques d'activités Scoop. Donc, aussi une belle façon là, d'avoir des activités clés en main à réaliser en classe avec les élèves, toujours en lien avec le programme de formation. Donc, pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner à notre hebdo qui est envoyé le mardi et le vendredi. Donc, le mardi avec le résumé des actualités de la semaine et le vendredi plus un résumé de nos activités de l'école branchée pour ne pas manquer tout ce qu'on fait. Donc, et pour ceux qui sont présents aujourd'hui, il va y avoir le tirage de 2 prix de présence à la fin. Donc, une licence tape-touche ainsi qu'une licence antidote plus familiale. Donc, tous ceux qui sont présents peuvent participer au tirage automatiquement. Donc, c'est Audrey qui fera l'annonce des gagnants à la fin. Donc, un petit rappel pour accéder au magazine. Si vous êtes abonné, vous avez un espace abonné en ligne à écolebranchée.com. Donc, vous pouvez accéder au numéro courant. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez aller aussi dans notre boutique pour en commander, soit une version numérique ou papier, en français ou en anglais. Donc, avant de passer là, à notre première invitée, je vais juste vous remontrer aussi. Ici, là, j'aime bien montrer les numéros en papier, là, comme ça fait un petit peu vintage. Juste un rappel là, des sujets qui étaient traités. Dans le fond, à chaque numéro du magazine, on a vraiment... c'est vraiment une thématique, puis on essaye de toucher là, plusieurs aspects de cette thématique-là. Puis on rejoint principalement les enseignants, conseillers pédagogiques des niveaux primaires et secondaires. Donc, on va avoir des articles qui vont vraiment toucher là, plusieurs dimensions là, de la thématique qu'on aborde. Puis, juste pour un rappel, on a deux auteurs avec nous aujourd'hui, Fanny Langin et Jean-Baptiste Oudou, qui vont vous présenter là, plus particulièrement leurs articles. Mais on avait aussi là, des articles au sujet de l'utilisation là, du jeu de rôle Donjons et Dragons à l'école primaire. On avait aussi des trucs justement sur comment transformer sa classe en jeu de rôle. On parle aussi du jeu sérieux, comment on peut intégrer le jeu sérieux dans la classe. Le jeu d'évasion aussi, qui est très populaire. Avec BDévasion, c'est un peu ça aussi. On parle même du jeu vidéo Assassin's Creed. Ça, c'est peut-être pour les plus vieux un peu, mais il y a eu plusieurs études de fait sur comment ce jeu-là peut être utilisé là, en classe d'histoire principalement.
Donc, une autre belle découverte à faire dans le magazine. Et finalement, même les enseignants peuvent avoir du développement professionnel qui est ludifié. Donc, on a l'exemple de l'école François Bourin à Québec où une application a été développée spécifiquement pour les enseignants, pour les inciter à faire de plus d'activités de développement professionnel. Donc, vous voyez, là, ça touche quand même. Puis il y a d'autres articles là, que je n'ai pas toutes mentionnés, mais vous irez voir pour tout ça. Et justement, tout à l'heure, je parlais qu'en anglais, il y avait des articles exclusifs aussi. Je vous invite particulièrement dans ce numéro-là, en anglais, on a eu la collaboration avec des équipes de recherche de l'Université McGill à Montréal. Et il y a 2 articles là, qui sont particulièrement intéressants, qui viennent un peu mentionner que c'est des recherches là, qui ont été faites, mais vraiment mentionner le fait que c'est pas tout d'intégrer le jeu. Là. Il faut vraiment le faire de la bonne façon aussi pour que ça puisse donner des résultats escomptés. Donc, c'est pas juste jouer pour jouer. Et on a aussi là, comment l'enseignant peut adopter une posture, un des 2 articles là, qui traite sur la posture que l'enseignant peut adopter justement pour mieux accompagner ses élèves dans l'intégration du jeu en classe. Donc, une exclusivité en anglais que si vous comprenez l'anglais, je vous invite fortement à aller consulter. Donc, ben, sans plus tarder, je vais céder la parole à Fanny. Et puis, ben, tout au long là, de l'échange, ben, justement, on veut que ce soit un échange. Donc, Fanny, tu veux nous présenter ton article. Mais si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à lever la main, à intervenir. On veut vraiment que ce soit une discussion ouverte. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny, je suis spécialiste de l'intégration de la technologie en éducation, ce qui veut dire que j'aide à partir d'utiliser un ordinateur et d'envoyer un courriel à faire des beaucoup plus gros projets, notamment avec la gamification. Dans mon école, donc, je travaille de la maternelle au secondaire 5. L'article que j'ai écrit s'appelle Les jeux en éducation, quoi, comment, pourquoi. Donc c'est vraiment plus un aspect général des jeux en éducation et expliquer la base. Moi, je l'ai écrit comme l'article que j'aurais voulu lire quand j'ai commencé la recherche sur la gamification parce que c'était vraiment très confusant, vraiment partout, parce que j'ai écrit une thèse de master sur la gamification il y a 3 ans. Et il y avait énormément d'informations, donc ça, c'était vraiment une base. Et même pour vous dire, à la base, je voulais écrire une thèse sur l'enseignement par le jeu. Et finalement, quand j'ai réalisé que j'étais en train de faire quelque chose sur la gamification, j'ai dû changer mon sujet parce que j'avais pas compris la différence entre les deux au début. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit cet article-là. La première partie, c'est plus la partie académique, d'où vient la recherche et les évolutions. Et puis ensuite, c'est plus pourquoi utiliser la gamification ou l'enseignement par le jeu ou pourquoi pas. Parce que comme Martine l'a dit, c'est vrai que si c'est mal utilisé ou mal implémenté, ça peut avoir des effets négatifs sur la classe. Mais moi, je pars du principe qu'il n'y a aucun système qui est mal fait, mais que la gamification et l'enseignement par le jeu, ça va avec des essais et des erreurs. Et dans tous les projets que je fais avec mes élèves, on a des rendez-vous au bout de 2 semaines pour avoir leur rétroaction, puis avec les enseignants aussi, puis après au bout d'un mois, puis 6 mois, pour voir toutes les évolutions qu'il y a, puis mettre en place d'autres choses. Euh, donc voilà, c'est à peu près ça. Donc si vous pensez être intéressé par l'enseignement par le jeu, bah, mon article est une introduction qui peut peut-être vous expliquer ce qui pourrait vous intéresser ou pas. Ben justement, j'aimerais ça que tu fasses la distinction, peut-être un rappel là, pour tout le monde, la différence entre gamification ou ludification, là, ludicisation, ludification, enseignement par le jeu, là, peut-être une petite leçon de vocabulaire, là, parce que même moi, j'ai trouvé que c'était tellement clair dans ton article qu'enfin, j'avais plus compris la différence, là. Ouais. Alors déjà, la ludification et la gamification, c'est la même chose. C'est juste que gamification, c'est plus utilisé en anglais et en France, en fait, et en Belgique, dans les articles, ils sont francophones, mais pas au Québec. Et au Québec, c'est plus ludification, mais maintenant, le terme arrive aussi en Europe, donc dans les articles, vous allez pouvoir voir les deux. Et ça, en général, la définition générale, c'est d'utiliser des éléments de jeu dans un contexte qui n'est pas le jeu. Donc, c'est vraiment rajouter des morceaux dans quelque chose qui est déjà fait. Donc, les éléments de jeu, ça peut être les points, les niveaux, les histoires, un peu comme un jeu vidéo. Et c'est pas forcément en ligne. Ça peut être en physique, il n'y a aucun problème, mais c'est en général des éléments qu'on associe à des jeux vidéo, mais on peut les mettre aussi en personne.
alors que l'enseignement par le jeu ou la ludicisation, du coup, c'est aussi la même chose, mais les deux termes sont utilisés. C'est vraiment utiliser un jeu à part entière pour l'apprentissage. Et une des sous-catégories, et j'imagine que Jean-Baptiste va en parler plus en profondeur, mais une des sous-catégories de l'enseignement par le jeu, c'est le jeu sérieux. Et ça, c'est un jeu qui a été créé à des fins pédagogiques directement, alors que utiliser un jeu qui existait déjà, par exemple, utiliser un jeu de cartes pour travailler la probabilité, bah, c'est de l'enseignement par le jeu, mais c'est pas forcément un jeu sérieux parce que le jeu de cartes, il existait déjà avant. C'est un peu ça la différence, mais personne va vous taper sur les doigts si vous confondez les deux, là, c'est pas très grave. Ben, c'est ça, en fait, je pense que c'est important quand même de faire la distinction, puis aussi c'est parce que ça peut faire peur parfois là, aux enseignants d'intégrer le jeu en classe. Il y a un sentiment, une crainte de perte de contrôle, là, j'imagine. Donc, ça peut, de bien asseoir les termes, ça peut venir rassurer aussi, là, je pense, ceux qui veulent se lancer, là. Puis, ben justement, tu dis, il faut faire attention parce que ça peut même créer des inconvénients aussi pour les élèves si c'est mal intégré. C'est quoi les conditions gagnantes ou c'est quoi les dommages là, qui peuvent être faits, Bah, là? après, c'est jamais des dommages très graves, hein. C'est juste Ah que des fois, oui. ça n'a pas marché, là, c'est juste ça. Il faut vraiment penser à ce que vous allez intégrer avant de le faire. Mais comme n'importe quelle leçon que vous allez faire, en fait, forcément, vous n'allez pas donner des exercices de sixième année à une classe de troisième année. Bah, c'est pareil avec la gamification ou la ludification. Euh, donc, il faut vraiment connaître ses élèves, euh, bah, penser à leur niveau, enfin les différents niveaux qu'il y a, connaître la culture de l'école et combien de temps vous voulez allouer à cette activité ou à ce système. Euh, un des gros inconvénients, je pense, pour les éducateurs, c'est que ça prend beaucoup plus de temps à mettre en place et à créer qu'une activité régulière. Mhm. Euh, donc, en général, il faut penser à comment elle va pouvoir être réutilisée sur les années. Sauf si c'est quelque chose qui vous passionne et que vous voulez le faire qu'une seule fois et que ça vous dérange pas de passer 20 heures dessus, bah, c'est très bien. Moi, j'adore créer des jeux d'évasion, par exemple, donc j'en fais tout le temps et finalement, je les utilise qu'une seule fois, puis c'est pas grave. Euh, un autre inconvénient, c'est que si les élèves ne s'intéressent pas ne s'intéressent pas au système ou à l'activité, ils peuvent en fait être plus euh, ils peuvent s'ennuyer plus que dans un cours normal, finalement. Et moi, je vois plus ça avec je dirais les secondaires 4-5, parce que pour eux, bah, c'est des adultes ou presque des adultes, et pour eux, le jeu, c'est pour les enfants. Alors qu'en fait, bah, moi, si je fais une activité de jeu et pourtant je suis une adulte, j'adore ça, mais pour eux, c'est comme si on les traitait comme des enfants. Donc ça dépend aussi du groupe, faut les connaître, faut discuter genre des avantages. C'est un des points que j'avais vu avec mes élèves un petit peu plus grands. Et aussi pour les élèves de langue seconde ou de langue étrangère. Dans la gamification et dans l'enseignement par le jeu, il y a beaucoup plus d'instructions que dans une activité normale. Donc, ça va mettre plus de temps à mettre en place. Mais au final, moi, je trouve que pour créer des routines, c'est vraiment une super méthode. Parce que du coup, on fait tout le temps la même chose. Donc, au final, je pense que c'est plus difficile au début. À la base, moi, j'étais prof d'anglais langue seconde et prof de français langue seconde. Donc, c'est aussi ça ma clientèle, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention dans les instructions qu'on met. Euh, mais c'est pas impossible. C'est juste qu'il faut savoir que ça prendra plus de temps. Mais ça se fera au bout d'un Mhm. moment. Ouais, puis, ben, tu sais, puis j'avais déjà assisté à d'autres conférences aussi où on disait justement pour l'apprentissage d'une seconde langue, ben, le fait d'être un contexte de jeu, ça peut aussi venir dédramatiser, tu sais, des erreurs de langage ou favoriser aussi là, plus l'apprentissage du vocabulaire et tout ça. Sauf qu'il faut faire attention pour ne pas non plus que les règles du jeu soient tellement compliquées que les élèves comprennent rien Ça. là aussi, là. Mais après, vous pouvez aussi le faire par étapes. Vous n'êtes pas obligé d'introduire le jeu en entier Mhm. directement. Si justement c'est des élèves qui vont avoir de la difficulté à comprendre, bah, on peut faire par étapes. Puis au final, ils vont pouvoir tout faire ensemble. Puis après, dans les classes de seconde langue, il y a souvent des niveaux qui sont vraiment différents pour les élèves. C'est pour ça que j'aime beaucoup la ludification pour ça. C'est parce que on peut mettre en place dans l'activité certains niveaux que les élèves peuvent choisir. Dans les classes d'anglais au Québec, parfois il y a des élèves qui savent dire quelques mots, qui ont le niveau normal pour leur année, mais il y en a qui sont complètement bilingues. Donc forcément, on peut leur proposer des activités où ils vont pouvoir collaborer ensemble, mais finalement, ils ont chacun quelque chose qui est à leur niveau. Mhm. C'est bien.
Ça favorise la différenciation à ce niveau-là, là. Oui. Je vois dans le clavardage, Sonia qui dit qu'elle utilise le terme ludopédagogie. Est-ce que ça serait un synonyme de l'enseignement par le jeu? Ce serait quoi ton avis, Fanny, là-dessus? Je pense que ça peut être des avis personnels. Pour moi, ça engloberait tout. La ludopédagogie, ce serait vraiment toutes les sous-catégories. Mais donc finalement, c'est aussi l'enseignement par le jeu parce que c'est une des catégories. Donc voilà, mais moi, ça serait plutôt un terme général, je pense. Et qui deviendrait comme le chapeau Ouais. de tout ça. Ben oui, c'est ça, c'est une autre façon de voir. Puis, ben justement, là, tu l'abordais aussi, t'es dans une école présentement. Est-ce qu'il y a des projets de ludification, de ludisation que tu accompagnes, que tu voudrais nous partager aujourd'hui, là, je déborde un peu de l'article, là, Ouais, je ouais. sais pas si... Depuis l'article, j'en ai fait quand même pas mal. Mais un des plus récents, je pense, c'était, on a fait un jeu d'évasion avant les vacances pour une classe de quatrième année. Donc c'était vraiment sympa comme projet. Et puis c'était le premier de l'enseignante qui le faisait avec moi. Donc c'était vraiment intéressant de le faire avec elle. Puis l'histoire, c'était qu'il y avait une grosse tempête de neige et il neigeait vraiment ce jour-là, donc c'était vraiment cool. Mais qu'il y avait une grosse tempête de neige en dehors de la classe, puis que du coup on était coincé dans la classe et qu'il fallait qu'on trouve certains objets pour pouvoir sortir, sinon on pouvait pas partir en vacances. C'est ça, c'était un jeu d'évasion moitié en ligne, moitié physique. Donc la partie en ligne, c'était avec Geniali. Et on a aussi utilisé un Meki Meki, qui est une sorte de petit robot qu'on a utilisé pour faire un piano avec des bananes. Voilà. Wow! Je vous laisse regarder, c'est très sympa à faire, très facile. Euh, et la partie physique, donc il résoudait des énigmes sur la partie de l'ordinateur qui leur disait d'aller chercher certaines choses dans la classe et il fallait qu'ils trouvent des mitaines, une pelle, une clé et une lampe de poche, je crois, une lampe torche. Voilà. Donc on les a un peu aidés parce que c'était leur premier, mais en même temps pas trop parce que pour un jeu d'évasion, ils sont censés être capables de le faire tout seuls. Donc on leur a donné 2 indices par équipe. Donc on leur a dit au début, ce qui nous a permis qu'ils nous posent pas, qu'ils viennent pas nous voir directement à chaque Ah fois qu'ils oui. ne comprenaient pas quelque chose. Parce que un jeu d'évasion, il faut qu'ils cherchent par eux-mêmes, c'est un peu tout l'intérêt. Et finalement, ils ont réussi à sortir. Donc, mais Ils ont avec pu faire 30 secondes, je pense une classe 1 minute avant et l'autre classe 30 secondes avant la fin. OK, Mais fait que c'était chaud un peu. ouais. Mais j'aime l'idée aussi de mélanger là, le physique avec le numérique, là, C'est surtout que dans la classe, c'était aussi pour le côté pratique, parce que faire un univers de jeu d'évasion complètement en physique, c'est compliqué. Oui. Il faut beaucoup de matériel, etc. Donc là, nous, on a quand même gardé le thème de la classe. Donc on n'avait pas grand-chose à faire. On a rajouté certaines affiches qu'il fallait qu'ils regardent, par exemple sur les chiffres romains ou les choses comme ça qu'on avait utilisées pour faire des énigmes, qui, eux, le connaîtraient pas particulièrement, donc on les avait rajoutées dans la classe. Euh, mais ça nous a permis de pas faire trop de décoration. On a juste fait une fausse porte parce que forcément on voulait pas vraiment barrer la porte parce que bon quand même les incendies, etc. Mais donc on a fait une fausse porte qu'on avait mis plus loin et on avait mis une vidéo de neige. Donc c'est vraiment essayer de les mettre à un maximum dans l'ambiance. Je pense que c'est clairement possible de le faire complètement physique, mais juste là on n'avait pas le temps. C'est quelque chose, je pense, qui demanderait beaucoup de préparation. Mais ça pourrait être intéressant de le faire avec, par exemple, la classe d'art qui pourrait faire les décors pour la classe, puis après d'autres matières on pourrait faire quelque chose pour un autre secondaire, ça serait vraiment cool. Mais c'est ça, mais en mariant les deux, ça simplifie aussi, là. Oui. Puis, tu disais là, que c'est la première fois que l'enseignante faisait un jeu d'évasion comme ça. Est-ce que c'était quoi ses commentaires là, par la suite? Comment elle a trouvé ça? Elle a vraiment aimé. Je pense et les élèves aussi, ils nous ont dit que c'était trop difficile. Mais ils ont Mais quand même réussi. donc voilà. Effectivement, c'était un petit peu difficile, mais je pense que maintenant, vu qu'ils connaissent les mécanismes, ce sera beaucoup plus simple. Ils voulaient aussi faire un jeu d'évasion pour nous, pour les enseignants, et que nous, on essaye de sortir, ce qui est une très bonne idée, mais on va voir comment on pourra le mettre en place parce que je sais pas où eux, ils vont être pendant que nous, on est coincés dans la salle. C'est plus ça la question. Ouais, ouais, c'est la Voilà. sécurité là aussi, là. Je pense que ça les intéresserait de le faire. Et puis là, il y a un élève de grade 5 qui avait besoin d'un projet d'enrichissement. Donc, je suis en train d'en faire un avec lui, complètement en ligne pour le coup. Mais Geniali, c'est très facile d'utilisation. Ça ressemble beaucoup à PowerPoint. Mais en fait, il faut juste penser aux boutons et à tous les liens qu'il y a entre chaque chose. Mais c'est vraiment facile à utiliser. Je réponds juste à la question de Catherine. Il y avait 18 Oui, élèves et 12 adultes pour les deux classes. On l'a fait 2 fois, donc il y avait 18 élèves à chaque fois. c'est bon. Donc, c'est quand même possible de le faire là, en Oui, groupe.
assez Ben, on grand. les a divisés en groupes de 4, il me semble. Et Équipe, donc, ouais. chaque groupe avait un ordinateur et ils travaillaient ensemble. Mais on voulait pas que ça devienne trop une compétition non plus. Donc, on leur a dit qu'ils pourraient sortir de la classe que si tout le monde avait tous les objets. Donc, en fait, la première équipe qui a fini, elle est allée aider toutes les autres. Puis, on avait quand même un autre plan si jamais ils finissaient beaucoup trop tôt, parce qu'on voulait pas qu'ils le fassent à la place des autres. Donc, notre autre plan, c'était qu'ils devaient écrire une lettre à la directrice pour expliquer qu'on était coincés dans la salle. Donc voilà, enfin, il faut toujours avoir des plans en Ouais. plus, là où on sait jamais combien de temps ça va durer. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça aussi, là, d'être sûr de pas que ça prenne trop de temps ou pas assez de temps et tout. Donc, je sais pas s'il y a des personnes qui ont d'autres questions ou commentaires pour Fanny. Les 4 groupes faisaient le même jeu en même temps. Oui, sauf la toute première partie, on leur a donné un code César qui est 2 alphabets qu'il faut mettre ensemble pour décoder une phrase. Et ils avaient juste pas le même code, juste seulement pour le début. Tout le reste était la même chose. Mais même si c'était pas vraiment une compétition, eux, ils voulaient quand même finir avant les autres équipes pour avoir comme la gloire. Donc ils se cachaient un petit peu. Mais voilà. Et même parfois on leur a dit, mais va demander à notre équipe, ils vont t'aider. Puis ils n'avaient pas envie, ils préféraient nous demander à nous. Et au fur et à mesure, là, ils ont commencé à s'entraider parce qu'ils ont compris que ça jamais sortir. Donc voilà. Mhm. Donc, ben, je pense qu'on va maintenant, on va passer, on pourra revenir, Fanny, là, s'il y a d'autres questions qui émergent. On va passer maintenant à Jean-Baptiste Oudou. Donc, si tu te présenter et présenter ton article. Oui, que j'aime la photo, à quel point j'étais aplati, puis à quel point c'est une photo qui date de quand Ouais, avant que j'ai des enfants. Fait que merci pour c'est le Audrey retour dans qui le l'a temps. trouvé. Euh, Écoutez, je vais essayer d'aller dans une zone un peu différente de Fanny. Ouais, elle date de plusieurs années, au début justement où j'étais conseiller pédagogique parce que je suis conseiller pédagogique. Comme je disais, je vais essayer d'aller peut-être dans un angle différent parce que je n'ai pas l'expertise de Fanny. Une des portes d'entrée pour moi dans le monde du jeu, ça a vraiment été dans l'espèce par le développement de l'enfant. Beaucoup d'intuitions qui se sont cristallisées quand moi-même j'ai eu des enfants et je me suis rendu compte à quel point c- tout est du jeu. Et c'est fou de remarquer à quel point, au début de sa vie, l'enfant, quand il doit faire les plus grands apprentissages de sa vie, c'est par le jeu qu'il va les faire. Et que la zone optimale de concentration, de, 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 à quel point cette zone-là, que dans l'article, on le théorise un petit peu en l'appelant le flow, mais c'est cette zone-là, c'est ce pouvoir-là que le jeu vidéo a essayé d'extirper un peu du monde de l'enfance. Puis là, c'est un peu paradoxal parce que là, on fait un peu des pieds et des mains pour que tout ça retourne à l'éducation. Fait que tout ça pour dire que cette fascination-là de la puissance du jeu, quand on l'a au quotidien en travaillant avec des enfants, puis si vous êtes là, c'est que vous travaillez avec l'enfance, on le voit. Donc, dans mon article, peut-être que j'ai réussi à transmettre, là, mais je voulais vraiment essayer de voir à quel point on peut partir de... On décolle un petit peu du projet, puis on est vraiment dans le développement général et à quel point le jeu place notre cerveau dans des conditions optimales d'apprentissage. C'est fou. Tout est là. Tout est là. La puissance du jeu fait en sorte que ce que vont faire les élèves va s'ancrer beaucoup plus durablement. Fait que vous pouvez bien anticiper que moi, comme pédagogue, à quel point je me suis dit, il faut trouver, il faut pousser ça, faut... Donc, c'est vraiment devenu le leitmotiv de ma pratique, le cœur de ma pratique. Moi, je me promène un petit peu, comme Fanny, là, du presco jusqu'au fin secondaire. Je suis quand même un peu plus au niveau du primaire. Euh, donc, tout ça a fait en sorte que dans ma pratique, j'essaye de trouver par différentes portes d'entrée. Là, on a mis une ludopédagogie en place avec une ludothèque scolaire. Donc, on travaille avec le jeu de société comme vecteur d'apprentissage. On fait beaucoup d'initiatives en mathématiques, en français pour, puis j'aime beaucoup le titre de l'article, là, puis
pour démystifier les coulisses de ça. Le titre est vraiment meilleur que ce que moi j'avais marqué. Alors, je veux féliciter l'équipe qui a trouvé ce titre-là, parce que c'est tellement ça. Le jeu, c'est une métaphore, faire semblant pour de vrai, puis qui est là depuis la petite enfance. Quand ton enfant de 2, 3 ans, il joue je sais pas moi, conduire sa pelle mécanique, pour lui, il est vraiment un conducteur de pelle mécanique. Puis là, je dis ça parce que j'ai ma pelle mécanique dans la face de mon enfant, mais il est vraiment en train de conduire la pelle mécanique, mais il y a une partie de lui qui sait que non, il n'est pas tout à fait un conducteur de pelle mécanique, puis il sait encore où il est. Mais cette force-là, cette zone-là, fictive, c'est une zone géniale en apprentissage, parce que c'est dans cette zone-là que l'enfant va oser faire des erreurs, tester les limites, qu'il va essayer de faire, hey, ça fait quoi si je fais ça? Il va expérimenter dans le jeu, et une des forces inouïes du jeu, c'est la vision de l'erreur que le jeu apporte. Dans le jeu, l'erreur, c'est vu comme une itération, comme une tentative. Hey, c'est beau d'appeler erreur tentative, parce que dans la vraie vie, erreur, on l'appelle faute, pénalité, on l'appelle... Il y a une connotation négative, tandis que dans le jeu, de façon naturelle, l'erreur est vue comme un levier. Et ça, c'est entre autres parce que l'erreur, pas l'erreur, mais le jeu se connecte avec l'enthousiasme. Jouer, ça ne peut pas se conjuguer à l'impératif. On peut, là, mais joue à ça. Joue là en ce moment. Ça ne fonctionne pas. Ça doit partir d'un élan naturel qui habite l'enfant, et en contexte de classe, c'est là tout le travail en arrière. Moi, j'aime beaucoup dire qu'on travaille extrêmement fort en coulisses quand on travaille avec une pédagogie de jeu, pour proposer une situation qui, après, elle est un petit peu autoportante au niveau de l'immersion. Mais il faut travailler sur l'immersion. Il faut que l'élève embarque dans la thématique, et une fois qu'il est rentré, une fois que ça s'est connecté à son enthousiasme, ben là, l'erreur est vue comme un levier. Là, l'effort est rendu nécessaire, puis fluide, parce que c'est fou, puis Fanny, tu vas sûrement pouvoir le dire, dans un contexte de jeu d'évasion, il y a des élèves qui sont ultra tenaces, puis devant une difficulté beaucoup moindre à en résoudre, en compréhension de texte, il abandonne et c'est fini. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est fou. Alors, c'est pas magique. C'est juste que son cerveau à l'enfant, il est en accord avec des choses qui font en sorte qu'il va donner le deuxième et le troisième effort nécessaire. Tout ça pour dire que, je ne veux pas m'emballer là-dessus, là, mais tout ça pour dire que cette force-là, je voulais trouver un moyen de la canaliser, et on avait fait acheter, un peu comme Fanny, des kits de jeux d'évasion, des cadenas, tout ça, pour faire vivre des jeux d'évasion en contexte scolaire. Et là, boum, la pandémie est arrivée. Bon, donc là, je me retrouve avec des coffres, des centaines de dollars investis dans des cadenas. Mais je me suis dit, l'intérêt, l'attrait et la puissance du jeu d'évasion devraient être transférables aussi dans un contexte numérique. On le sait maintenant, il y a plein d'initiatives numériques autour des jeux virtuels, des jeux d'évasion, mais c'est de là qu'un petit peu est né BDévasion, qui est, avec le nom super ingénieux, un mélange entre la BD et le jeu d'évasion. Mais je ne suis pas un auteur, je ne suis pas un créateur de BD. Fait que le code des BD est un petit peu bafoué. Ce n'est pas de la BD pure et dure, sauf que c'est des énigmes qui tiennent dans des planches. À la base, c'était ça. Et en me renseignant sur le contexte de ludification, mais là, je suis tombé sur le cadre Octalise. Fanny, je pense que dans ton article, il était actualisé, ou du moins dans l'article de Martine, tu peux peut-être Ben, dans confirmer? les pages centrales là, du magazine, on l'avait un petit peu, j'essaie, je voulais le montrer à l'écran peut-être. C'est comme c'est vraiment la recherche, là, c'est un peu ça, là, avec les Exact. Alors, les 8 éléments pour augmenter la motivation et l'engagement des élèves. puis ce qui est beau, c'est que c'est pour... Oui, merci Nicole. Pour augmenter la motivation intrinsèque. Encore une fois, je refais une petite plug avec ce que j'ai dit par rapport au début. Les petits leviers, là, les 8 moteurs de motivation intrinsèque, là, c'est ce qui est de base dans le modèle de nos enfants. C'est cool, là, ils viennent en série, là, tous les enfants viennent avec ces affaires-là.
Peut-être qu'on les perd un petit peu après, donc il faut les réactiver. Mais bref, le modèle de cadre Octalyse, moi, m'a tellement parlé que là, mon concept de BD Évasion, qui était tout simple, il a été upgradé un petit peu en disant il faut que je rajoute un petit peu d'éléments. Donc, je suis allé piger un petit peu dans des éléments. Par exemple, j'ai rajouté beaucoup plus d'immersion. Donc, au niveau du scénario, je l'ai transformé pour qu'il soit un peu plus invitant, pour que les élèves aient vraiment l'impression de faire partie d'une aventure où ils sont des agents secrets recrutés par une agence où ils doivent réussir des énigmes en lien avec la lecture et ainsi de suite. Donc, en puisant dans ce cadre-là, peu importe ce que vous enseignez, c'est intéressant de dire, si je m'intéresse à la ludopédagogie, au ludique, mais on peut aller rajouter, saupoudrer notre enseignement en rajoutant un petit wow, du petit merveilleux ludique en disant, ben moi, je veux juste ajouter un petit peu d'immersion. Ou non, je veux rajouter je veux rajouter un petit peu de compétition bien pensée à un moment donné. Donc, il y a moyen, juste avec des petits morceaux comme ça, de ludifier sa pratique. Donc, B d'évasion, c'est cristalliser un petit peu autour de ça et évoluer de cette façon. Là, j'ai vu qu'il y avait des questions. Je vais aller voir. OK, à Non, date ça du va, c'est créacan, OK. Audrey, ouais, C'était c'est les autres. Audrey qui a partagé le lien vers BD-Vation. Justement, là, tu sais, ça, c'est comme une idée que tu as mis en place, toi, dans ton centre de service scolaire, mais là, je pense que ça prend des proportions plus grandes Oui, ben au fur et à c'est. mesure que le temps passe. Oui, ben en fait, même tantôt à 1 heure, on a l'espèce de finale qui va connecter des écoles en virtuel un petit peu partout dans la francophonie parce que BDévasion a été un petit peu approché par École en réseau. Je ne sais pas si vous connaissez le principe d'école en réseau, des activités en réseau. Donc, le moment là, c'est les écoles qui étaient en grève malheureusement lors de la vraie finale, mais pendant la vraie finale, il y a eu peut-être pas loin de 4, 5, 600 élèves, 600 agents, pardon, parce qu'on les appelait les agents, qui étaient connectés ensemble et qui s'entraidaient pour réussir une énigme finale en temps réel. Donc, il y a eu je l'essaye, le concept, je l'étire, je le pousse dans différentes directions, mais le ludique, par une immersion soignée, ça ne m'a pas coûté beaucoup de temps. Moi, j'ai juste mis des fonds d'écran animés, j'ai fait semblant que j'étais un agent, j'ai simulé des bugs techniques pendant nos Zooms. Mais juste avec cette immersion-là, j'ai énormément de retours de profs qui me disent Hey, mes élèves, ils capotent, sont en 6e année, ils croient vraiment que tu es vois. Parce que là, quand je leur parle, je leur dis Hey, oui, salut, toi à droite, salut, hey, je t'ai vu. Je leur parle comme ça, puis juste en faisant ça, ils ont l'impression qu'on les sait, bien embarquent dans l'immersion et ils fournissent le deuxième et le troisième effort qui vient naturellement en jeu. Donc, c'est vraiment de toute beauté de voir que ce concept-là de BD-évasion qui est parti tout petit, grandit, puis on l'essaye de différentes façons. Donc, l'année prochaine, on vous l'annonce, il va être revécu peut-être avec École en réseau. Donc, on va essayer d'aller connecter encore plus de classes. Et au mois de mars, il y a même un créacan là, avec École branchée où on parle un petit peu de BD-évasion, on fait le tour du concept, on regarde comment on peut, à partir de ce qu'on enseigne nous, prendre un petit morceau de BD Évasion puis l'utiliser dans sa pratique. Donc, il y aura un petit atelier, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, atelier découverte de Créacan sur BD Évasion en mars. En mars. Puis, ben, présentement, c'est ça, toutes les énigmes sont autour de la lecture. Est-ce que c'est toi qui les crées à chaque fois? Oui, dans le fond, moi, par nature, Fanny, je ne sais pas si tu es comme moi, des énigmes, ça vient beaucoup plus facilement en maths. Tu sais, on dirait le monde des maths, le monde des énigmes, ça se connecte assez bien. Mon défi, c'était vraiment que ce soit juste des énigmes en lecture. J'adore jouer avec la langue, j'adore jouer avec les mots, j'adore jouer avec. Donc, pouvoir mettre ça de l'avant pour que des élèves développent des stratégies de lecture. Ben, je trouve ça vraiment génial. Puis les élèves embarquent dans l'aventure. Donc oui, la porte d'entrée, c'est un petit peu des énigmes en lecture, mais ce qui développe, c'est de la résolution de problèmes qui, ça, transcende la matière. La résolution de problèmes, c'est pas juste en mathématiques, c'est pas juste en sciences, c'est pas juste quelle posture on prend comme apprenant pour passer par-dessus un problème. Bien là, la collaboration devient nécessaire. Il faut penser autrement. Il faut qu'on essaye des choses. Il faut qu'on
on se révise, il faut qu'on réajuste notre hypothèse, notre pensée. Donc, on passe un peu par la lecture, mais on travaille surtout la posture d'apprenant. Et mon désir, c'est vraiment que ça se transfère quand l'enfant est tout seul en contexte scolaire. Et pour moi, en termes d'apprentissage par le jeu, c'est l'espèce de zone critique. Comment on assure le transfert? Fanny, tu l'as dit, là, il peut y avoir des dérives avec le jeu. Pour moi, celle-là, pas encore optimale. Par contre, une des portes d'entrée que j'utilise, c'est faire vivre et ressentir aux enfants. C'est ça que le jeu fait. Ressens l'effort parce que tu l'as vécu, tu as fait 14 tentatives avant de trouver le bon cadenas. Mais en le ressentant, ça s'ancre, puis c'est dans mes valeurs, ça s'ancre quelque part en dedans de toi, puis je souhaite que ça ressorte à un moment donné. La Donc, persévérance, dans le fond, là, c'est ça, exact. que ça se transmette par la suite. Ben, c'est ça, ça devient un apprentissage qui sert après dans toutes les sphères de la vie, là. Je voulais revenir, tu as parlé brièvement là, qu'il y avait une ludothèque qui a été mise en place là, dans ton centre de service scolaire. Je vais peut-être revenir un petit peu là, parce que j'ai l'impression que c'est assez unique. Là. Je ne connaissais pas d'autres centres de service scolaire qui ont ça. Donc, comment ça s'est mis en place et comment ça fonctionne exactement, là? Je ne sais pas si c'est unique. Je sais qu'il y a un regroupement des ludothèques scolaires. Il y en a beaucoup en OK. Belgique. Euh, dans le fond, le but, c'est vraiment de partir d'un jeu de société. Et moi, je suis assez sévère sur la qualité ludique du jeu. Je veux vraiment un jeu qui, à la base, est conçu pour être ludique, pour être agréable à jouer. Il y a une tonne de jeux super bons, mais pour d'autres applications qui sont des jeux en orthopédagogie, en orthophonie, où là, le scolaire, là, l'élève, il n'est pas con, là, il le voit venir. Moi, je veux que le jeu, parce qu'il est bon, parce qu'il est réfléchi de façon ludique, on y colle, nous, l'enseignement. Ça demande une gymnastique, une réflexion ludique beaucoup plus importante pour prévoir quel bon jeu va accompagner tel apprentissage. Sauf que l'immersion que je cherche, la qualité au niveau de la narration du jeu, qui pour moi est super importante pour justement faire vivre quelque chose, ben là, je m'assure de l'avoir avec des bons jeux. Puis c'est un petit peu comme des livres, hein. On sait que les livres, quand les enfants apprennent à lire des livres gradués, là, dès qu'ils peuvent, ils s'en vont de ça parce que baba a mal à un moment donné, ça devient tannant. Des bons livres de littérature jeunesse qui sont écrits pour une vraie histoire, avec des vrais thèmes, avec des vraies illustrations, c'est ça qui happe les élèves. Puis c'est là-dedans que les élèves devraient se développer. Donc, nos jeux sont sélectionnés sur une base de grande qualité ludique à la base. Et après, nous, avec les conseils pédagogiques, on fait toute la réflexion en arrière de déconstruire la mécanique du jeu pour dire quel apprentissage, quel morceau du programme ça peut accompagner. On a une espèce de site où les enseignants peuvent filtrer la recherche, l'âge, puis là, les Mhm. jeux apparaissent. Puis nous, on peut aller dans la classe avec eux, animer le jeu, voir comment on peut diriger les élèves avant le jeu, mais surtout le après. Parce que dans le jeu, le retour sur l'expérience est super important. Qu'est-ce qu'on a appris, là, les élèves? Ou tu as vu tantôt quand tu as lancé ton dé, là, ce qui s'est passé dans ta tête, c'est que tu as pris les deux chiffres et là, on accède au métalangage, on explique ce qui s'est passé en contexte de jeu pour que l'élève, il transfère. Puis, t'aurais-tu comme, ben là, c'est ça, on demande est-ce que le contenu de la ludothèque est disponible en ligne, comme la liste des jeux qui ont été Oui, là, sélectionnés? Ah, bon, Audrey, ça n'a pas de bon sens, trop rapide. Fait que oui, c'est ça. Puis vous allez voir, là, comme dans BD Évasion, comme dans. C'est des Google Sites, là. On, on peut passer un temps infini à peaufiner notre jeu, à ce que ce soit beau, à ce que. Nous, on fait ce deuil-là de dire c'est pas pire, là, c'est fonctionnel, mais c'est sûr, c'est pas le gros wow. Là. Fait que la ludothèque, vous allez voir, il y a des petits filtres, puis là, il y a une petite mise à jour qu'on va devoir faire dans la vraie vie. On a de la misère à tout le temps fournir, mais vous pouvez y accéder, puis il y a des jeux vraiment intéressants, là. Ben justement, t'aurais-tu, tu sais, je vois le temps qui file, mais peut-être en terminant, un ou deux coups de cœur, là, dernièrement, que tu as découvert dans des jeux comme ça, là? Des ajouts qui ont été faits ou... Ben, moi, je suis fan des jeux. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent des jeux comme Dixit, Detective Club, qui sont des jeux qui sont un petit peu ouverts. Fait que
avec ce jeu-là, là, tu prends une carte, puis sur la carte, il y a une centaine de détails super poétiques. Fait que ça peut devenir en anglais. Les élèves parlent de ce qu'ils voient. Ça peut être au Presco. Faites-nous une devinette sur un personnage sans nous dire c'est qui. Ça peut être en écriture ou là, imaginez-moi donc une histoire sur cette ambiance-là. Moi, j'aime les jeux ouverts qui permettent à partir de presque rien de partir dans toutes euh, dans tous les domaines d'apprentissage. Fait que ce genre de jeu-là, on en a beaucoup parce que justement, peu importe ce que tu enseignes, tu peux dire hey, moi, je veux faire ça de même dans ma routine du matin. Ah non, moi, je veux faire ça avec mes grands là, qui veulent faire du théâtre. Ah, moi, je veux faire ça pour faire de l'impro. Donc, des jeux ouverts comme ça, c'est vraiment riche, là. Super. Puis on avait Sonia qui demandait est-ce que tu aurais envie de concevoir ton propre jeu? C'est un peu comme ça que j'interprétais la question. Euh, de concevoir un propre jeu, ben, Un autre jeu, ben là, il y a le concept de bédévation, mais est-ce qu'il y avait d'autres idées? je dis pas que je dis pas non, mais j'ai tellement d'admiration pour le cerveau de ceux qui font ça que je suis pas rendu là, là. Un peu comme dans les romans, là. Tu sais, je sais qu'un roman, je l'adore quand je fais comme jamais j'aurais pu écrire ça. Ah, les bons jeux bien conçus, tu sais, on ne met pas assez de l'avant ces créateurs-là qui sont des créateurs au niveau des auteurs incroyables, des illustrateurs incroyables, qui travaillent avec peu d'éléments à faire une immersion super riche. Fait que je ne suis pas encore rendu là, mais BDévasion, c'est ma contribution dans Ben l'univers déjà, ludique à mon déjà, échelle. c'est quand même beaucoup. Euh, Je sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions ou autres commentaires. Parce que là, je sais que tu es attendu à ta grande ouais, on va finale, faire la grande Jean-Baptiste. finale. Donc, il y a combien de personnes qui participent aujourd'hui? Est-ce que tu sais? Là, c'est dans les classes qui étaient en grève, fait qu'il y a 6-7 classes, là. Fait que c'est OK. vraiment une mini-finale, mais on tenait quand même à accommoder ces enseignants-là. Oui, oui. Puis tu sais, voyez-vous, en tout cas, on a quand même senti que, tu sais, la courbe descendait. Tu sais, normalement, on aurait profité de la courbe, puis on aurait mis la finale, puis là, on aurait maximisé l'apprentissage. Là, on le reforce un petit peu. Là, on fait remonter la patente de façon un petit peu artificielle. Mais bon, pour différentes raisons, on est Ouais. pris avec cette conjecture-là. Mais le- l'espèce de vibe, l'espèce qui accompagne le jeu, il est riche quand on arrive à focusser là-dessus en tant que pédagogue, là. C'est bon. Je vais maintenant laisser Audrey faire le tirage des prix de présence. Oui, ben dans le fond, pour vous rappeler un peu, pour vous remercier d'avoir été avec nous ce midi. Donc, on a deux super beaux prix de présence offerts par notre partenaire Druide. Donc, une licence du logiciel Taptouche en édition familiale et une licence d'Antidote Plus également en version familiale. J'ai fait le tirage Ah, pendant tu l'as l'heure du ajouté? midi, oui, pendant la discussion, justement. Les personnes qui vont recevoir les licences. Donc, Catherine Lhomme-Ricard et Sonia Mangin. Donc, je vais vous envoyer un courriel ou moi ou une collègue dans quelques instants pour vous expliquer. C'était téléchargement. Moi, j'ai les boîtes ici, mais je vais vous envoyer plutôt les codes de téléchargement avec les instructions. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, ben, avant de terminer ce club de lecture, ben, je vais encore une fois là, remercier les auteurs qui étaient avec nous ce midi, Fanny et Jean-Baptiste. Et puis, ben, Merci les à tout le monde. participants. Merci les participants qui étaient là. Si vous n'avez pas fini de lire votre magazine, je vous incite à le faire et à aller chercher votre badge de lecture. Et puis, en terminant, je vous annonce que le prochain numéro qui sortira le 1er avril prochain, autour de, portera sur l'esprit d'entreprendre à l'école. Donc, on va complètement ailleurs avec ce sujet. Donc, encore une fois, on va essayer de faire un portrait assez complet là, de cette thématique dans ce prochain numéro. Donc, ben, merci tout le monde, puis bonne fin de journée.